Entre l'Union européenne et le Canada. Le secteur bancaire en Europe. On en parle avec un spécialiste, c'est David Benamou qui vient nous voir régulièrement pour parler de nos banques européennes notamment. Vous êtes associé gérant d'Axiom Alternative Investment. Bonjour David. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le match traditionnel qu'on fait trimestre après trimestre, c'est le match entre les banques américaines et les banques européennes. Toutes les grandes banques américaines ont publié leurs résultats trimestriels, mais prenons même encore un peu plus de recul. 10 ans après la crise, il n'y a pas de match en fait. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas de match. C'est absolument ahurissant la performance qu'ont fait les banques américaines au cours des 10 dernières années. Si on regarde le parcours boursier, c'est plus de 250%. Les marges qui sont revenues à leur plus haut niveau, on est à peu près à 340 points de base de marge contre 144 en Europe. Voilà. En Europe, le parcours des actions de banque depuis 10 ans, c'est moins 7%. Voilà. Donc c'est secteur complètement déprimé. Alors c'est là où c'est intéressant. Vous allez nous dire comment on investit dans un secteur déprimé comme ça qui fait moins 7% sur 10 ans. On parle du marché action, des actions bancaires. Parce que la clé du succès d'Axiom, c'est justement, alors vous vous intéressez aux actions, mais votre métier de départ, c'est d'être sur le marché obligataire, sur la dette bancaire. Et c'est là où on génère de la performance et du rendement. Enfin, vous le prouvez. Vous aussi, vous fêtez vos 10 ans d'existence. D'ailleurs, Axiom aujourd'hui, c'est exactement. Aujourd'hui, le 23 juillet, notre premier fonds Axiom obligataire a 10 ans. Et 10 ans après, donc la performance qu'on a délivrée aux investisseurs, c'est 92% contre moins 7 pour l'indice bancaire. Donc c'est une différence considérable. Aujourd'hui, on a plus de 4% de rendement sur un fonds comme Axiom obligataire. Dans un contexte c'est pas grâce aux actions, c'est ça. Ouais. C'est vraiment les obligations bancaires. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la crise a provoqué un changement total, je dirais, dans l'industrie. Les banques se sont transformées en utilities et au fond, la valeur a été déplacée de l'actionnaire, puisqu'avant on gagnait beaucoup d'argent avec les actions de banque, vers le créditeur, vers le porteur obligataire. Donc aujourd'hui, c'est absolument clair, la manière de se positionner sur le secteur, c'est vraiment les obligations, et on le voit très bien, c'est spectaculaire avec un fonds comme Axiom obligataire, et encore aujourd'hui, on a des rendements sur ce fonds-là qui excèdent les 4% dans un contexte de taux totalement déprimé. C'est dire à quel point on a encore du rendement là-dessus. Ouais, mais vous dites, ça sert à rien de s'acharner avec les actions sur les banques. Quand on est dans le secteur bancaire, vous acharnez pas avec les actions. Oui, pour deux raisons essentielles. Aujourd'hui, le secteur a été profondément transformé. C'est un secteur en fait de utilities. Ouais. Mais aujourd'hui, les investisseurs n'ont pas encore, je dirais, compris ou digéré cette information. Les investisseurs considèrent encore les banques comme des choses très risquées, très leveragées, obscures, qu'on a du mal à comprendre. Et au fond, on voit les actions de banque monter alors parfois au cours d'un trimestre quand les résultats sont très bons, comme on le voit aujourd'hui, la Santander, UBS sur une séance, ça marche quoi. Qui fait un trimestre absolument fabuleux, ou alors de manière beaucoup plus fréquente quand les taux montent. Dès que les taux montent, on voit le secteur bancaire qui est suracheté, et quand les taux baissent, on voit le secteur bancaire qui vraiment sous-performe de manière très importante. Or aujourd'hui, quand on regarde en fait la position des banques centrales, que ce soit d'ailleurs en Europe ou aux États-Unis, on a des indications qui sont plutôt baissières en taux, tout ça sont des signes qui sont pas très très bons au fond pour la profitabilité du secteur, donc encore une fois pour l'actionnaire. Ouais. Donc aujourd'hui, nous, notre position, c'est vraiment de dire à nos investisseurs, si vous avez 10 ans devant vous et que vous êtes prêt à encaisser des volatilités de 25%, pourquoi pas ? Effectivement, le secteur est décoté, on traite à une décote importante, et puis le rendement sur dividende est pas mal. Mais si vous avez plutôt 3 ans et que 4 à 5%, ça vous va très bien, alors allez sur les obligations bancaires. Ce sera beaucoup plus tranquille, et le couple rendement-risque est aujourd'hui beaucoup plus intéressant. Vous dites le rendement d'Axiom obligataire, c'est quoi en annualisé ? En annualisé, c'est quasiment 7% en fait, historiquement. Depuis 10 ans, c'est ça. Depuis 10 ans. Ouais. Donc voilà, c'est quasiment 100%. Dans un monde sans rendement. Non mais je le rappelle, c'est ça. Donc bon, il y a les actions bancaires, mais il y a quand même... à réduire en fait la voilure et aussi à travailler directement. Il y a plus de rentabilité dans ces
activités de marché en fait. C'est devenu très très difficile. Ouais, c'est ça. Et encore une fois, c'est la manière, je dirais que c'est la politique qui a influencé la régulation pour réduire la profitabilité de ces banques d'investissement que je dirais l'opinion publique en Europe a vu. C'était une volonté politique effectivement d'aboutir à ce résultat aujourd'hui. Et donc nos banques françaises, là, vous étiez parti sur nos banques françaises qui vont publier à partir de la semaine prochaine. Elles se situent où là dans le tableau? C'est quoi? Bon élève, milieu de classe? Alors on a des bons élèves, vraiment bons élèves, comme BNP par exemple. On a, je dirais, milieu de classe pour une banque comme Société Générale, mais qui s'en sort quand même pas mal, mais voilà, qui a quand même, je dirais, un peu plus de difficultés. Crédit Agricole plutôt bon élève. Natixis, alors on a eu les événements récents. Autour d'H2O, des gros affiliés de gestion d'actifs de Natixis, avec des problèmes, des questions de liquidité sur certains actifs, la provenance également de certains actifs. Voilà, ça avait chahuté un peu le cours de bourse de Natixis. Voilà, tout à fait, mais ça a vraiment le modèle de la banque. C'est sans relation avec le modèle de la banque et sa profitabilité qui reste élevée. Donc ensuite, dans le reste de l'Europe, on a d'autres banques qui sont remarquables. Au Royaume-Uni, Lloyds et RBS, où là on a des retours sur fonds propres qui s'approchent plutôt des 14-15%. Voilà, il y a des banques. Aujourd'hui, il y a des best in class, et même si elles ont des performances qui sont remarquables, elles restent en fait, je dirais, marquées par la manière dont les investisseurs voient les actions aujourd'hui du secteur. Donc même sur celle-là, c'est difficile. Si on a un choix à faire, il faut aller sur les meilleurs, celle-là, bien sûr. Et à défaut, en termes d'allocation, il faut plutôt aller sur l'obligataire. L'obligataire bancaire, la dette bancaire. Bon, les actions c'est compliqué. En plus, voilà, la politique des banques centrales n'aide pas justement. Là, si on a des taux encore plus négatifs pour toujours, ou en tout cas pour plus longtemps encore, David. Est-ce qu'il y a une vraie nécessité d'alléger le fardeau pour les banques? On sait que c'est une réflexion qui est en cours au sein de la Banque Centrale Européenne. Alors on va pas rentrer dans le détail, mais l'idée c'est d'avoir un taux différencié en fonction du montant de liquidité que vous déposez tous les jours à la Banque Centrale Européenne. C'est une vraie mesure qui pourrait aider certaines banques. Ça aurait une vraie logique industrielle, on va dire, pour le secteur. Absolument. Pour toutes les banques de détail qui collectent des dépôts. Elles sont aujourd'hui très très embêtées avec ces dépôts. Certaines en fait ont la franchise commerciale, c'est-à-dire en fait la possibilité de repasser ce taux négatif à leurs clients. Mais toutes ne sont pas dans cette situation-là. Je pense à une banque comme Deutsche Bank, comme Commerzbank, pour lesquelles le coût est considérable. Donc effectivement une mesure qu'on appelle le tiering. Oui, c'est ça, les taux à étage, voilà. Voilà, les taux à étage. Effectivement, ça retirait une pression très importante. Pour vous, si la BCE va plus loin dans les taux négatifs, dans un monde sans rendement, non mais je le rappelle, voilà, c'est ça. Donc bon, il y a les actions bancaires, mais il y a quand même une manière de générer du rendement et de la performance sur ce secteur en investissant dans l'obligataire, dans la dette bancaire. Et c'est votre spécialité dès le départ, d'ailleurs, David. Qu'est-ce qui explique ce grand écart entre les banques américaines et les banques européennes? Est-ce que c'est juste le niveau des taux? Et sans doute que les taux vont être encore plus négatifs demain en Europe. Donc est-ce que l'écart va continuer de s'accroître? Ou est-ce qu'il y a quand même d'autres facteurs qui expliquent que le secteur soit très déprimé en Europe et beaucoup moins aux États-Unis, voire qu'il ait retrouvé ses plus hauts historiques sous différentes métriques? Il y a deux facteurs essentiels. Le premier, c'est évidemment les taux. On a eu un cycle de taux aux États-Unis haussier avec une vraie pente de taux, ce qui a été évidemment très 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 positif pour la profitabilité du secteur bancaire américain. Ça, c'est absolument clair. Alors, c'est évidemment aussi la macro, puisqu'il y a une relation quasi directe entre la macro et les taux. Donc, il y a une dynamique économique qui était probablement aussi très 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 différente. Ensuite, il y a la régulation. C'est-à-dire qu'on a vu dans ce grand changement, ce qu'on appelait BAL 3, puis BAL 4, je dirais une différence d'attitude entre les régulateurs américains et les régulateurs européens. On a vu les régulateurs américains globalement un peu plus protéger leurs banques. Il y a un certain nombre de normes qui ont été transposées avec, je dirais, beaucoup plus de dilution, moins punitives. Alors qu'en Europe, on a accumulé les normes et les règles avec souvent un peu moins de pragmatisme, probablement avec plus de dogmatisme et côté européen, plus de pragmatisme côté américain. Tout à fait. Alors ça, c'est une histoire. C'est l'histoire de la crise, la pression qu'ont eu les gouvernements
notamment en Europe, avec les injections de fonds publics dans les banques qui ont défrayé la chronique. Et tout ça, en fait, a vraiment lié, je dirais, les politiques européens et le régulateur. Et on a aujourd'hui des banques européennes qui sont vraiment dans un carcan. Allez-y, finissez, David. Donc c'est ce qui explique. C'est ce qui explique les taux, la croissance, bien sûr, mais aussi la régulation. Tout à fait. C'est un facteur qu'il faut pas négliger. Elles sont pas toutes dans le même état, les banques européennes, j'imagine. Voilà. Non, mais quelles sont les grandes banques qui sont le plus en avance, qui ont pris le taureau par les cornes, qui ont fait les plus gros travaux de restructuration, qui se sont le mieux adaptés à cette régulation, et quelles sont celles pour qui il reste encore un long chemin à faire et qui risquent peut-être même de disparaître demain. Je pense on aura les résultats de Deutsche Bank cette semaine. Évidemment, ça reste quand même un gros point noir pour le secteur bancaire européen. C'est clair. Alors, disparaître pour Deutsche Bank, probablement pas, mais par contre, c'est toujours la même histoire au fond. C'est très difficile pour les actionnaires. Deutsche Bank, voilà, ça va être très compliqué de gagner de l'argent sur des actions Deutsche Bank. À côté de ça, on a des exemples de transformation et de restructuration qui sont fabuleux. Je pense à un pays comme l'Italie. Souvent, on a peur, on est inquiet, avec notamment en fait je dirais la politique italienne qui est très très compliquée. Mais on a une banque comme Unicredit qui a fait une transformation qui est absolument fabuleuse. Unicredit aujourd'hui a un peu plus de 12% de capital réglementaire. C'est une banque qui fait plus de 10% de ROE. De return en equity, c'est ça, retour sur fonds propres. 1 euro investi, combien ça rapporte? Exactement, donc qui est vraiment un retour à la rentabilité. Je crois qu'au Q4 de l'année dernière, elle est revenue à son plus haut niveau de revenus historique. Et c'est une banque qui s'apprête à faire du rachat d'actions. Donc c'est extraordinaire. Donc mais c'est une exception en Italie Unicredit, parce qu'à la fin, là on comprend, mais c'est ça qui est passionnant. Les banques allemandes sont dans une situation catastrophique quand on pense à Deutsche Bank, et vous êtes en train de nous dire que le best in class, un des meilleurs élèves en Europe aujourd'hui, c'est une banque italienne, Unicredit. Oui, tout à fait, tout à fait. Et il y en a d'autres, des banques en fait qui vraiment sortent du lot et qui arrivent à faire des retours sur fonds propres qui sont aujourd'hui supérieurs à 10%. La moyenne européenne est aujourd'hui à 6 ou 7%. Mais on a des banques, donc Unicredit est un exemple. On a BNP aussi chez nous. Juste Unicredit, je sais pas, information de l'agence Bloomberg hier, ils sont prêts encore à supprimer 10 000 postes. Je veux dire, c'est une restructuration permanente, c'est-à-dire que ces efforts-là, ils sont pas terminés non plus, y compris chez les meilleurs élèves de la classe. Alors, le gros effet dans une banque comme Unicredit, ça a commencé très très tôt. Mais il y a aussi l'évolution du secteur. Sur la banque de détail, on s'oriente de plus en plus vers la digitalisation et donc vers la réduction du nombre d'agences. Donc ça, je dirais que c'est le sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire, totalement. Ensuite, il y a celles qui sont plus marquées aujourd'hui, c'est les banques européennes qui ont encore des grosses banques d'investissement. Où là, les changements réglementaires vont continuer à forcer ces banques-là en fait à réduire en fait la voilure et aussi à travailler directement. Il y a plus de rentabilité dans ces activités. Ça retirait une pression très importante. Pour vous, si la BCE va plus loin dans les taux négatifs, il faut impérativement qu'il y ait ce genre de mesures demain. Oui, il faut qu'il y ait ce genre de mesures parce que ce qui tue en fait les banques, c'est l'impossibilité de faire de la transformation. Il faut toujours conserver une courbe des taux légèrement pentue ou en tout cas avoir la possibilité de faire un peu de transformation. Entre le coût de financement et tout à fait. le prêt et le rendement du prêt qu'on va octroyer aux clients. Deutsche Bank, comment ça se termine l'histoire pour Deutsche Bank? Alors, puisqu'ils vont pas disparaître, vous l'avez dit, David. Voilà, ça reste le gros sujet quand même. Voilà, Deutsche Bank, je vois pas Deutsche Bank disparaître, comme d'ailleurs beaucoup de spécialistes du secteur. Ça se termine pas bien pour l'actionnaire, évidemment, ça c'est quasiment une fatalité. Deutsche Bank, elle est très très en retard dans sa transformation. C'est une grosse banque d'investissement, c'était la plus grosse banque d'investissement en Europe, et effectivement, elle aurait dû engager le virage il y a déjà bien longtemps, il y a plusieurs années. Les managements successifs n'ont pas su le faire. Donc la situation dans laquelle elle se retrouve aujourd'hui, c'est un héritage du passé. Donc là, on a un premier plan de licenciement massif. Il y a ensuite la création de ce qu'on appelle une bad bank pour cantonner un certain nombre d'actifs, alors qui sont pas forcément des actifs
pourris. Ce sont surtout des actifs qui aujourd'hui dans la nouvelle réglementation coûtent beaucoup de capital. Oui, c'est ça. Et donc ça va aider la banque à présenter des ratios de levier plus acceptables, retirer une pression sur son capital réglementaire. Mais voilà, c'est une banque qui va devoir se transformer. Elle est en train de faire un virage, cela étant, qui est intéressant. Elle a hésité pendant longtemps à céder son asset management et elle va finalement le conserver, donc avec une pondération qui va être sur un modèle plus banque de détail, moins de banque d'investissement, plus d'asset management et de wealth management. Ouais. Et en fait, on parlait d'UBS, hein, c'est un peu le modèle d'UBS qui est un modèle successful, vertueux, hein, sur les dernières Sauf années. Sauf qu'ici à tel avec 10 ans de retard, quoi. C'est ça, Deutsche Bank. C'est ça. C'est ce retard pris dans la transformation et pour se mettre effectivement en conformité, en tout cas pour s'adapter à la nouvelle régulation très forte sur les activités de marché qui pèse énormément sur Deutsche Bank. La clé, hein, vous le retiendrez, c'est ce que vous nous avez expliqué, David, la clé pour générer de la performance et même du rendement, parce que c'est ça l'idée dans le secteur bancaire, c'est d'investir sur la dette bancaire. Et c'est bien comme ça que vous générez à travers Axiom Obligataire notamment, qui est un de vos fonds phares, que vous générez la performance, combien, près de 7% annualisé, c'est ça, sur les 10 dernières années. 7% annualisé. Oui. Contre moins 5% pour le secteur bancaire en bourse depuis 10 ans. Moins 7% pour le secteur bancaire en bourse depuis 10 ans en Europe. Merci beaucoup, David. David Benhamou qui était à nos côtés cet après-midi en plateau, associé gérant d'Axiom Alternative Investment dans l'Intégrale Bourse. Bientôt 16h30, on marque une pause, direction New York pour retrouver Sabrina en